Rebonjour à tous, bienvenue ici en direct du Parc des Princes à l'occasion du salon d'orientation et de recrutement Your Future. Alors depuis ce matin, on vous propose pas mal de masterclass dans cette salle où nous recevons des intervenants qui viennent vous donner des conseils et vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez trouver l'orientation qui vous convient. Mais pour l'heure, on va parler des réseaux sociaux qui ont une grande place dans notre société. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Lou Pernaut, qui est créatrice de contenu. Bonjour Lou. Bonjour, ça va? Je suis très contente. On peut se tutoyer? Oui, on peut se tutoyer. On peut se tutoyer, super, parfait. Je suis très contente de te recevoir ici. Bah, écoute, très contente d'être accueillie aussi. Est-ce que tu connaissais le Parc des Princes? Je suis jamais venue au Parc des Princes de ma vie entière. Je regarde même pas le foot, à vrai dire. Ok. Faut pas m'en vouloir. Mais non, c'est très beau, c'est très grand. On se perd très très vite. Pour trouver des coins, on se galère un petit peu, mais franchement très très sympa. Et c'est un honneur d'être invitée dans des salles comme celle-ci. Parce que c'est un peu stylé quand même. C'est un peu stylé, d'autant plus que pour ceux qui ne le savent pas, ici, c'est le vestiaire des joueurs. Voilà, donc des équipes adverses. Hein. Ne cherchez pas le vestiaire de Kylian Mbappé, vous n'allez pas le trouver. Alors, Lou, donc, je le disais, tu es créatrice de contenu et c'est vrai que tu as un parcours riche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivée sur les réseaux sociaux? Alors, moi, à la base, j'ai fait un bac ES. Donc, pour ceux qui sont en terminale, vous avez pu ES, etc. Mais du coup, c'était sciences économiques et sociales avec les maths, etc. Et en fait, j'ai jamais aimé les études. Vraiment, c'était pas du tout mon truc. Mais un jour, je suis allée voir ma prof de philo et je lui ai dit, écoutez, j'aime bien les maths, j'aime bien l'art plastique, qu'est-ce que je peux faire? Elle m'a dit, écoute, fais de l'archi. Donc, j'ai fait quand même 3 ans en architecture d'intérieur. Donc, c'est quand même très long quand on n'aime pas les études qu'on fait. Donc, vaut mieux se renseigner avant et faire quelque chose qui vous plaît, même si c'est un peu moins gratifiant aux yeux de votre entourage. Faites vraiment ce qui vous plaît à vous et faites pas en fonction des autres. Du coup, oui, j'ai fait hors Parcoursup parce que du coup, souvent, les écoles d'art, c'est hors Parcoursup. Donc, c'est des écoles où je me suis inscrite, j'ai envoyé mon dossier, j'ai été prise. Et donc, j'ai quand même eu ma licence d'architecture d'intérieur et mon certificat, mais j'ai pas envie de faire ça pour l'instant de ma vie. Et quand j'étais au terminal, donc au moment du confinement, quand j'avais 17 ans, pour la majorité d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas, mais en gros, mon papa, il était un petit peu connu. Il s'appelait Jean-Pierre Pernaut, je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, j'ai fait des vidéos avec lui pendant le confinement. Et en fait, la première vidéo que j'ai faite, j'ai vraiment pas fait exprès. En fait, j'ai posté une vidéo chez moi avec mon père et je disais, quand mon père voit mes photos Instagram, il disait, je te reconnais pas sur les photos. Bon, merci. Je poste la vidéo et je vais pas sur les réseaux pendant 2-3 jours parce que j'en avais strictement rien à faire de TikTok. Pour moi, c'était pas la vraie vie et je fais ça pour rigoler avec mes potes. Et j'y retourne 2 jours plus tard, j'avais 200 000 abonnés. La vidéo, elle avait fait plus de 10 millions de vues et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai vite été approchée par des agences pour travailler du coup et de faire toute cette notoriété du coup un métier. Ce qui à la base je l'avais même pas envisagé parce que toute l'image, la médiatisation, etc. ça m'intéressait pas du tout. Je voyais mes parents qui étaient connus, j'étais en mode moi jamais de ma vie je ferais ça, ça m'intéresse pas. Et au final on peut être surpris de ce qui nous intéresse. Et donc voilà, tout a débuté comme ça. Ah, justement, tu dis que tu voulais pas être connue, que la lumière ça t'intéressait pas, etc. Mais est-ce que tu n'as pas eu peur justement le lendemain quand tu as vu toutes ces vues et toutes ces personnes qui rejoignaient tes réseaux? C'était quoi ta réaction? En fait, quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit oublie pas que les réseaux c'est pas la vraie vie, que ces gens-là tu les croiseras sûrement jamais dans ta vie. Donc ce qu'ils pensent de toi en soi, tu t'en fiches totalement et fais ce que tu kiffes. Mais du coup, non, j'ai pas trop eu de peur en soi. Voilà. Parce qu'en fait, mes parents n'avaient jamais diffusé d'image de moi sur aucun. Il n'y a jamais eu d'image de moi qui avait été diffusée. J'étais en privé sur Insta, tout ça. Et au final, du jour au lendemain, j'avais l'impression d'être un peu quelqu'un. Je me disais, waouh, c'est stylé et tout. Et au final, bon. Et alors quoi? Ça a été quoi la suite? C'est-à-dire que, parce que là, tu nous disais que tu as posté une vidéo un petit peu marrante, genre qu'est-ce que tu penses de mes photos, etc. Du coup, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, je continue, j'ai une autre idée de vidéo, je fais spontané. Dans un premier temps, c'était quoi? Je suis restée en effet dans ce qui est spontané. Donc, on va dire, je suis restée moi-même. J'ai pas essayé de copier l'image de quelqu'un parce que si vous voulez un jour être sur les réseaux, c'est compliqué, mais faut vraiment rester soi-même, faire un truc que vous kiffez. Si vous faites du dessin, faites des vidéos de dessin et cherchez pas à faire des trends juste pour que les gens vous like parce que franchement, ça marchera pas. Et j'en discutais avec plusieurs amis tout à l'heure. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est
pas toi qui choisis d'être influenceur, c'est les autres qui vont te choisir. C'est-à-dire que c'est le public qui va dire elle on l'aime bien ou lui on l'aime bien et ça va marcher pour elle ou lui parce que sinon c'est tellement vrai. Tu peux toujours essayer mais si tu t'adaptes aux gens ça marchera pas. Il faut plutôt que les autres s'adaptent à toi et si les autres ils kiffent ta personnalité ça marchera et voilà. Hein. Moi j'ai fait des vidéos dans mon salon, je m'en fichais totalement. Je filmais mon père en 2-2, je me filmais moi, je racontais mes journées pendant le confinement et les gens je crois qu'ils se sont attachés à moi au départ donc c'est mignon. Voilà. Et alors, donc, comme tu dis, les gens se sont attachés à toi, mais à quel moment tu t'es dit, ce serait peut-être pas mal que je propose un vrai contenu, ou alors j'ai une idée de contenu. Comment tu t'es servi de tout ça? Comment tu as transformé aujourd'hui l'univers que tu proposes? J'ai mis du temps avant d'avoir une identité propre à moi, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, moi, je voulais pas être connue de base. Enfin, je suis pas non plus une superstar, hein, je suis personne, on me rappelle. En fait, j'en avais rien à faire. Du coup, je poste juste ma personnalité et j'avais pas tant de contenu vraiment à proposer. clac, voilà, jusqu'à quand même du coup mes 20 ans là quand j'ai arrêté mon école d'archi. Je me suis dit parce que du coup, oui, au début, je combinais les deux. Je faisais des vidéos le soir parce que ça me prenait pas tout mon temps. Et puis même, j'avais des agences qui me géraient au niveau des collabs, donc en fait, ça me prenait pas de temps de répondre à des mails, etc. Parce qu'au final, juste j'avais à tourner le soir quand je rentrais chez moi. Et oui, du coup, jusqu'à ce que quand j'ai arrêté mon école d'archi, je me suis dit, ok, mais là, il faut vraiment que je fasse quelque chose de plus clean. Donc peut-être arrêter de faire comme tout le monde. Moi, j'essaie de faire des vlogs où je raconte mes journées, parce que des fois, il m'arrive des trucs un peu chelous et un peu drôles. Donc je me dis que ça intéresse les gens plus que si je fais une traîne comme tout le monde, on va dire. Donc j'ai changé et je fais beaucoup de contenu concernant le cyberharcèlement. Parce que du coup, encore plus depuis la mort de mon papa, du coup, c'est une cata. C'est les gens, ils te comparent toute ta vie à ta famille et à tout ce qu'ils ont réussi avant. Et ils t'écoutent pas forcément... En fait, ils t'écoutent pas comme Lou, ils t'écoutent comme la fille d'eux. Et c'est un peu relou des fois. Et donc ça fait pas mal de cyberharcèlement. Donc c'est vrai que maintenant, je bosse avec une association qui s'appelle e-enfance. Ils sont très gentils. Ils ont d'ailleurs créé une application qui s'appelle le 3018. Donc en fait, c'est un numéro que vous pouvez appeler si jamais vous avez des problèmes sur les réseaux sociaux. Donc même s'il faut faire bannir des commentaires, bannir des gens, etc. Ou même discuter si vous n'allez pas bien, parce qu'il y a des psychologues, il y a des genres d'avocats qui peuvent vous conseiller là-dessus pour les démarches de cyberharcèlement. Voilà. Alors juste avant de poser une prochaine question, vous êtes tous sur les réseaux sociaux ici? Est-ce qu'il y en a parmi vous, sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le but, qui ont, je ne sais pas, des mauvaises expériences ou des choses un petit peu difficiles? Je ne vais pas rentrer plus dans le vif du sujet, vous inquiétez pas, non? Tant okay. mieux. Tant mieux. Vraiment tant mieux. Mais on va quand même en parler puisque c'est quand même important. Donc voilà, donc au départ, tu es passé des vidéos un petit peu cool, feel good, etc. à vouloir porter un vrai message. Ouais, porter un message, donc porter le message cyberharcèlement. Après, j'ai aussi fait des vidéos concernant mon deuil, donc comment je vivais... la mort d'un proche personnellement. Et il y a beaucoup de gens aussi qui se sont mis à me suivre parce que j'étais, on va dire, comme un exemple pour eux, parce que je montrais tout le temps que j'avais le sourire, voilà. Mais après, n'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, que c'est pas parce qu'on sourit à la cam que derrière on pleure pas, que c'est pas parce qu'on dit qu'on n'est pas touché par les commentaires qu'on n'est vraiment pas touché, parce que le nombre de fois où je pleure à chaque fois que j'ai des commentaires méchants. Mais ça, faut pas le dire, et je reste forte parce que je suis super stylée, donc voilà. Et alors, du coup, tu t'es prêtée au jeu assez facilement. Est-ce que tu trouvais que tu avais une responsabilité par rapport à ça, qui était de... Alors, je ne vais pas dire accompagner, parce que le mot, il est un petit peu fort, mais en tout cas, de répondre à chaque personne individuellement, ou t'essayais de t'inspirer des messages que tu recevais pour en faire un post plus détaillé sur le sujet? Je prends très vite les choses à cœur, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un message pas gentil... même si ça fait 2 lignes, je crois que je réponds à un pavé genre de 4 paragraphes, parce que je considère qu'il ne faut pas que je me laisse faire, parce que si je laisse passer la chose, les gens ils vont se sentir capables de tout faire. Donc moi je réponds, et après c'est vrai que des fois je mets des stories où j'affiche les gens avec leur arrobase, ça leur apprendra, et puis voilà, et après ils se prennent de la haine. C'est pas ce que je voulais faire de base, mais si on peut signaler et faire sauter des comptes qui insultent, c'est pas mal aussi. Quel est ton rapport aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que tu es quelqu'un à partir du moment où tu as des abonnés. C'est-à-dire que maintenant, on regarde direct, quand tu parles d'une personne, tu dis, attends, elle a combien d'abonnés? Ouais, non, c'est naze. Est-ce qu'on a une pression par rapport à ça? Il y a une pression, on appelle ça un peu la course au like, la course aux vues, la course aux abonnés. Donc en fait, tu as tout le temps l'impression de te comparer avec les gens autour de toi. Mais dans tous les cas, le buzz de chacun, il dure qu'un temps.
Et même le nombre d'abonnés en soi, ça veut rien dire parce qu'il y a des gens qui font des stats de fous avec des millions et des millions de vues et qui au final ils ont enfin j'ai pas envie de dire pas tant que ça parce que c'est quand même énorme, mais ils ont genre peut-être un quart de ce que j'ai et ils font 10 fois le nombre de vues que je fais, et sur un laps de temps ils ont 10 fois la portée que je peux avoir, et c'est tout ce que je leur souhaite, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toute la pression des vues quand même, où par exemple même pour les collabs, quand on est payé pour faire pour représenter une marque ou représenter quelqu'un ou quelque chose, quand on fait 10 000 vues, on a l'impression qu'on est nul, alors qu'au final, c'est pas de notre faute, tu vois, c'est les réseaux qui ont décidé ainsi. Et en plus de ça, TikTok et Instagram, parce que moi je suis seulement sur ces 2 plateformes, il y a un algorithme, donc en fait l'algorithme ne va pas mettre en avant tout ce qui est publicité, etc., parce qu'il veut pas que ça inonde tout. Donc c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué, mais une pression, oui, mais après ça reste, je sais pas comment dire, virtuel. Donc, Ça reste virtuel, mais justement par rapport à cette chasse aux likes et aux vues, est-ce que le message principal, c'est pas de se dire que quand on poste quelque chose, en fait, la chose la plus, je dirais, gratifiante et riche, c'est de se dire que parce qu'on poste, si on peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, oui, ça vaut tout le reste. Oui, c'est vrai que c'est important quand même. J'ai envie que, surtout mes messages par rapport au cyberharcèlement, etc., ils aient une portée un peu plus grande que quand je fais des vlogs pourris, logique. Quand je fais des vlogs où je raconte ma journée, je me dis que ça devrait faire moins de vues que quand je parle de suicide, etc., ce qui devrait être logique, mais bon, c'est pas le cas. Mais en soi, je sais que j'aide des gens, des fois, même quand je fais pas beaucoup de vues, quand je reçois c'est plus quand je reçois du coup des DM où je passe la plupart de mon temps à répondre. C'est là que je vois que j'aide les gens. On et te dit merci. C'est plus de proximité aussi avec les gens, de pouvoir parler directement, ce que je trouve mieux en soi. Après, avec les vidéos, je fais ce que je peux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de prendre cas par cas aussi, parce qu'on ne peut pas faire de mon cas une généralité. Du coup, j'aide les gens, mais j'aime bien être la proximité aussi. Parce que j'ai fait des interventions dans des écoles aussi, pour parler de cyberharcèlement, du coup, avec l'association e-enfance. Et en fait, c'est aussi rencontrer les gens. Là, je me rends compte que je les aide vraiment, et là, c'est cool aussi. Voilà. Et pourquoi, alors ma question peut paraître très bête, mais elle est très simple et je sais sur quoi je veux rebondir. Pourquoi le cyberharcèlement ? Parce que du coup, j'en suis victime de fous malades, pas seulement parce que je suis la fille d'eux, mais c'est vrai que par exemple, à la mort de mon papa, j'ai eu, genre, je sais pas combien de messages qui me disaient t'aurais mieux fait de crever à la place de ton père, il serait pas fier de toi de là-haut, t'es qu'une merde, la honte de ta famille, si je prends 1 kilo, c'est dans la presse, Lou Pernaut a pris 1 kilo, si je perds 1 kilo, c'est oh my god, Lou Pernaut en dépression. Tu vois, tout est repris. Donc ça, c'est un peu relou, et j'aimerais bien que les gens arrêtent de parler de choses qu'ils ne savent même pas. Par exemple, aussi, 2 semaines après la mort de mon papa, je suis partie au ski et j'ai fait des vidéos. J'ai fait des vidéos quand j'étais au ski et je me suis pris des insultes en mode mais comment fait-elle pour aller au ski, la honte de partir au ski, de sourire et d'être heureuse. J'ai en mode mais c'est votre père qui est mort ou c'est le mien? Tu vois, juste parce qu'il était quelqu'un de médiatisé, les gens ils oublient que c'était mon papa. Tu vois, ils pensent la personne connue, ils pensent pas genre à la personne en elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, les gens ils s'attendent à ce que tu sois en PLS pendant 2 ans, quoi, alors que c'est pas possible. Donc, les gens ils critiqueront toujours dans tous les cas, mais le but c'est de limiter la casse, on va dire. C'est ça. Je t'ai posé cette question parce que justement, je sais ce que tu as subi et c'est des choses qui sont très violentes. Mais alors toi, comment tu agis quand tu as des personnes qui viennent t'exposer des situations ou te raconter des histoires dramatiques où tu peux même, toi, en tant que créatrice de contenu qui du coup a une certaine responsabilité, comment tu agis ? La plupart du temps, je leur dis d'aller consulter un professionnel de la santé parce que moi, je peux pas. Je veux bien donner des conseils, mais je peux pas suivre ces personnes tous les jours. Sinon, ça ferait des milliers de personnes qui je devrais envoyer des messages tous les jours. Ça ferait beaucoup, beaucoup de gens. Mais j'essaye de donner des petits conseils avec mon expérience à moi, comment moi j'ai fait. Et si ça leur convient pas à eux, vraiment de se tourner vers leurs proches. Donc la plupart du temps des adultes, et même si c'est pas un membre de votre famille, genre je sais pas, les potes de vos grands frères, grandes sœurs. Ils peuvent toujours vous aider. Et surtout, oui, professionnel de la santé, c'est bête à dire, hein, mais je vous jure qu'un psy, c'est tellement utile. Je pense qu'on aurait tellement tous besoin d'un psy, genre même ceux qui se voilent la face en disant non, pas du tout. On a tous des problèmes, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec l'école, ou que ce soit juste de vous-même et que vous savez pas pourquoi ça va pas. On aurait tous besoin de voir quelqu'un. Ça, c'est un super message. Et en plus, c'est pas parce qu'on va voir un psy que ça veut dire qu'on est fou. Voilà, ça, c'est important de le préciser. C'est vrai. Quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux ?
Les avantages, il y en a beaucoup. En vrai, c'est quand même, parce que je peux vous parler de l'argent, je vais pas mentir. L'argent en soi, on va dire que c'est quand même un peu de l'argent facile. Parce que c'est pas compliqué en soi, on va pas se mentir de dire je fais une vidéo et je gagne un SMIC, tu vois, genre ça y est, on va pas. Les gens qui disent que c'est hyper compliqué au quotidien, franchement, honte sur vous parce que voilà. Donc c'est un avantage parce que voilà, c'est argent facile et aussi je suis quelqu'un, j'ai pas du tout confiance en moi, voilà. Et t'as quand même l'impression de recevoir de l'amour des gens du et soutien. des gens qui te comprennent parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils te connaissent. Et c'est fou quoi. Tu te dis ces gens-là je les connais pas et au final ils me connaissent. T'es dans leur quotidien. Voilà, finalement. c'est ça. Et aussi, je parle beaucoup. Depuis tout à l'heure, vous voyez, les questions, il n'y a pas besoin de poser des grandes questions. Je développe après pendant 10 minutes. Ce qui m'arrange Voilà, beaucoup. voilà. Après, t'inquiète, après, il y aura 100 tonnes de questions si tu veux. Ouais, t'inquiète pas, j'arrive. Je suis à peu près. Donc, en vrai, c'est cool. Garde-la dans ta tête. Ça peut être pratique. Mais donc voilà, après, avoir de la reconnaissance, aider les autres. Et on va dire quand même le travail qui n'est pas si dur que ça, on va se l'avouer. Point positif. Après, en inconvénient, premier inconvénient, déjà, le monde des influenceurs, c'est un monde, désolé des termes, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être m'écouter à un moment donné, c'est un monde pourri, genre où tout le monde critique tout le monde. C'est vraiment pire qu'au lycée. T'as l'impression d'être dans un lycée géant, sauf que ces gens, c'est tes collègues et que dans tous les cas, que tu les aimes ou que tu les aimes pas, tu seras forcé de les recroiser à un moment donné. Et c'est des gens, tu peux rien faire. La concurrence est La impitoyable. concurrence, en fait, les gens, ils sont en concurrence avec toi, alors que toi, Ouais. T'es pas du tout. strictement rien à faire de ces gens-là. Ouais. Donc c'est vraiment le monde, c'est un monde d'hypocrites et c'est voilà, je pense que c'est ça le plus gros fardeau, c'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, tu auras tous les autres qui vont te juger. Si tu fais une campagne et que eux ils l'ont refusé, ah ouais moi je l'avais refusé parce que c'était pas assez pour moi, tu vois, c'est un peu fatigant. Deuxième inconvénient, c'est que en soi c'est cool que les gens te connaissent et tout, mais en même temps c'est quand même super flippant. Tu te dis, il y a des fois des gens dans la rue qui peuvent te suivre. Je peux donner l'exemple d'une fille qui s'appelle Too Much Lucille, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui s'est fait suivre par un garçon pendant très longtemps. Ah oui, Ce mec oui. est allé en tôle et le mec est sorti de tôle et un jour il y a son ami qui a voulu aller la chercher chez elle et le mec l'attendait et il a poignardé son pote. D'ailleurs, il est Ils sont retourné sortis en au bout. prison, là. J'en sais rien, Je j'ai crois. pas suivi. Moi, j'ai suivi. Ouais. Mais du coup, c'est quand même flippant de se dire qu'en fait, ça peut passer à la vraie vie. Tu vois, tout ce qui est virtuel, les insultes, etc. Des fois, ça peut aller à la vraie vie, donc ça fait flipper. Et autre point négatif, je vous ai parlé de l'argent. L'argent, c'est cool, mais c'est hyper instable. Genre, c'est-à-dire que là, je vais pas vous mentir, je suis en négatif de ouf. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis en négatif de ouf parce que tu peux te faire, comme je vous ai dit, genre tu te fais 1 200 la vidéo ou 2000. Vas-y, tu te fais 4000 pendant un mois, donc c'est pratique. Mais après, pendant 4 mois, tu peux ne rien avoir. Et si tu fais moins de vues, ou imagine, tu te fais bannir, t'as plus rien. Genre. Du jour au lendemain, t'as plus de quoi payer ton loyer, t'as plus de quoi payer une voiture, t'as plus de quoi payer l'essence, rien en fait. Donc c'est juste Et hyper instable. chaque salaire dépend aussi du profil. C'est important de le Chaque préciser. salaire dépend du profil. Parce que 1200, ça peut paraître beaucoup pour certains d'entre eux. Hein. 1200, oui, 1200 c'est beaucoup. Moi je sais que vu que j'ai une petite pastille bleue sur Insta, ça c'est cool. Du coup je suis un peu plus, je peux être plus payée sur certains trucs. Même sur TikTok, dès que tu dépasses le million, normalement, sans mentir, tu dois être à minimum, au million t'es minimum à 2000 la vidéo, à peu près, la vidéo TikTok, ce qui paraît vraiment beaucoup. Mais après si t'es pas payé, t'as rien parce que les marques elles veulent pas de toi, parce que le contenu plaît pas aux gens. Tu te retrouves sans rien et ça c'est relou. Voilà. Alors, le milieu de l'influence, il y a ce côté travailler son contenu, être en collaboration avec des marques, mais ça peut aussi déboucher sur des choses qui sont hyper inspirantes et donner de sa personne pour des causes nobles. Et je crois que tu es venue avec Chloé, Oui. qui est aussi créatrice de contenu, qui vous allez toutes les deux pouvoir partager votre expérience et sur quoi vous êtes engagées au niveau de... Viens, fais pas ta timide. Au niveau de vos combats aujourd'hui à toutes les deux. Ouais. Comment véhiculer ce genre de combat? Et tu commences. Déjà bonjour à tous. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit en fait. C'était hyper complet et notamment le monde de l'influence qui est un monde qui est vraiment pas facile et c'est pour ça que moi personnellement j'ai fait le choix de rester à Nantes. Voilà, je suis originaire de Nantes et je fais ma petite vie. J'ai mes amis à Nantes qui sont pas dans l'influence. J'en ai quelques-uns à Paris, mais honnêtement, on le voit bien aux événements. Quand on est invité à des événements, tout le monde se regarde de haut en bas et je trouve ça hyper important que tu le soulignes justement. Et du coup, oui, pour rebondir, on soutient un peu la même cause.
Je suis aussi dans une association qui milite contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Parce qu'à l'école aussi, il y a du harcèlement et je pense qu'ici, peut-être, il y en a qui en ont déjà vu. Donc voilà, du coup, j'ai eu l'occasion d'être marraine dans une association. J'ai rencontré une fille qui a 15 ans et je l'ai rencontrée à Matignon. En fait, j'ai fait une conférence avec notre ancienne première ministre. Et du coup, voilà, je milite là-dedans. Et puis voilà. Quelles sont tes actions, par exemple, dans les associations aujourd'hui? Donc, tu interviens, tu donnes des conférences. Je vais en donner. Tu vas en donner. donner. En fait, pour être honnête, ça s'est fait il n'y a pas très longtemps. Moi, je parle de ça depuis très longtemps. Depuis que j'ai 15 ans, je fais des vidéos. Pareil, je réponds aussi aux méchants commentaires. Moi, j'avoue que ça m'atteint plus trop parce que je me dis que les gens, je les connais pas et que je m'en fiche, en fait, de ce qu'ils peuvent penser de moi. Mais je réponds aussi aux méchants commentaires, histoire qu'il y ait des comptes, en fait, qui sautent. Et du coup, comment j'interviens? Je fais des vidéos, je fais de la prévention, beaucoup de prévention. Et je crois qu'on a Lou qui est... On a perdu Lou. Elle est dans un fourré. On l'a perdu. On voit pas que t'as bavé. T'inquiète pas, prends ton temps. Mais du coup, voilà, je fais beaucoup de prévention sur les réseaux. Super. Et je trouve ça super important d'en faire. C'est très important parce que je pense que justement, vous avez de la visibilité. Ouais. Donc, les messages que vous portez ont forcément de l'importance. Et surtout, ça va aussi inspirer d'autres jeunes de s'engager aussi, ce qui est hyper important. On fait une petite pause question. Est-ce que vous avez des questions pour surtout Lou, que ce pour soit Chloé sur la partie Lou. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des dramas du genre et comment vous avez géré? J'ai déjà eu des dramas sur les réseaux et pas mal, on va dire. C'est les gens qui essaient de t'inventer. Je parle. Pas de souci. C'est des gens qui essaient de t'inventer une image, en fait, qui n'est pas la tienne. Donc, je t'ai dit, le monde de l'influence, c'est voilà, n'importe quoi. Ils t'inventent des soucis. Et en fait, moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me prenais des vagues de haine, mais tu n'imagines même pas. J'ai pris une vidéo, j'ai eu 1700 collages avec ma vidéo qui m'insultaient, genre. 1700, je les ai comptés, c'était très long, mais 1700 collages, c'est beaucoup. Parce que la fille en face de moi, elle avait plus d'abonnés que moi, donc plus de visibilité et tout, et donc c'est comme ça. Et donc j'avais une collab à ce moment-là, donc c'est ça qui était le plus relou, je pense, c'est que j'avais une collab à ce moment-là avec Volkswagen, et j'ai pas pu la faire parce que justement j'avais trop de commentaires négatifs, donc ils m'ont dit non, tu la fais pas. Donc j'ai pas été payée pendant genre 2 mois de rien du tout. Pendant 2 mois j'ai rien eu parce que j'avais eu un drama à ce moment-là, donc c'est vrai que l'image, faut faire super gaffe parce qu'au moment où peut-être que les gens ils vont te créer quelque chose, si tu rebondis pas derrière et que tu te laisses faire, tout ce que tu as construit, tout le métier que tu essayes de faire dessus, en fait, c'est mort en 2 secondes, quoi. Donc voilà. T'as déjà eu ? Moi, pour le coup, j'ai pas vraiment une drama parce que en fait, je suis quelqu'un d'assez discrète, d'assez solitaire. Je fais mes petites vidéos dans mon coin. On me voit rarement avec des influenceurs. Je suis pas dans une bande en fait d'amis. T'es pas dans le non, je suis pas le gratin des influenceurs. Non, parce que j'habite à Nantes et que je sais pas, je suis bien dans mon coin. Après, ça m'arrive des fois de me prendre des vagues de haine sur Snapchat, parce que Snapchat, faut savoir que c'est vraiment la pire application en termes de communauté qu'on peut avoir. Et c'est vrai que des fois, j'aime bien faire c'était des spotlights en fait, ou même des stories où je raconte mes expériences amoureuses, où je dis que les hommes c'est des gros trompeurs, et là j'ai une avalanche de haine, voilà, et qui me disent oui mais faut pas faire d'inarité machin. Donc en fait c'est plus ça, mais drama. Mais honnêtement c'est vrai que par rapport à Lou, je suis pas trop embêtée là-dessus. Pas trop impactée. Voilà. Tu viens avec. Alors, tu peux parler. je vais répéter ta question. Alors la question c'est de savoir, vu que tu as des contrats qui sont justement instables, est-ce que tu n'aurais pas intérêt à faire une activité à côté? C'est ça? C'est vrai que je me pose beaucoup la question en ce moment, que les réseaux c'est cool, mais peut-être que dans 50 ans il n'y en aura plus. Le problème c'est que j'ai déjà fait des études et que c'est impossible pour moi, surréalisable, non, juste non. Que je reparte faire des études un jour. Du coup, si jamais j'arrive à travailler autre part, on va dire, ce serait dans l'influence ou en tout cas dans la médiatisation, donc journalisme, tout ça. Mais à voir. Mais franchement, je conseille, si jamais un jour vous faites du contenu sur les réseaux sociaux et que ça marche, gardez quelque chose à côté.
Parce que moi, par exemple, je comprends pas les influenceurs, mais vraiment, je ne les comprends pas qui ont arrêté leurs études au moment du bac, parce qu'à ce moment-là, ils faisaient 100 000 vues. Mais... Non, mais justement, moi, je suis plutôt l'inverse de toi. Mais fini et après, Ok, mais parce que toi, maintenant, tu as un travail à côté. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'en sors. Tu peux faire des formations, tu fais des choses. Parce que tu te laisses pas abattre et que, voilà. Donc, ok, tu diras après. Mais moi, je trouve ça con. Il y en a... Et ils ont aucun projet, et je vois, ils ont pas de collab, ils font rien, et ils se disent même pas que demain ça peut être mort les réseaux, tu vois. Et ils continuent alors que à tout moment c'est mort les réseaux. Hein. Mais bon, Merci. On profite de ce qu'il y a tant qu'il y en a. Voilà. Bah en fait moi pour le coup j'ai arrêté l'école après le bac parce que j'aimais pas l'école, ça se passait pas bien et ça marchait bien sur les réseaux. Et en fait 3 ans après avoir arrêté je trouvais que je m'ennuyais parce qu'en vrai comme l'a dit Lou, faire une vidéo, on n'est pas dans un travail à l'usine où de 8h à genre 20h tu travailles et tu t'ennuies vite. Et moi cette année je m'ennuyais vraiment beaucoup et du coup je me suis trouvé une passion, les ongles et les cils. Donc je suis repartie en fait à l'école alors que je détestais l'école mais du coup c'était des formations. J'ai fait une formation de prothésiste ongulaire et une formation pour les extensions de cils. Et là maintenant du coup j'ouvre mon institut de beauté et c'est vrai que en fait plus tu vis des choses, plus tu as des choses à raconter sur les réseaux et quand tu fais plus rien en fait de tes journées et que tu t'ennuies, tu te dis faut faire quelque chose d'autre et ça relance aussi un peu le truc. Parce que tu as de la chance de pas te laisser abattre beaucoup de trucs. Parce qu'il faut être réaliste aussi, les réseaux on en voit plein où il y en a on en entendait parler de fou et là tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont devenus et peut-être moi la première parce que j'ai commencé les vidéos j'avais 13 ans à l'époque ça cartonnait là j'en vis encore bien mais je pense aussi à demain où quand j'aurai 40 ans je me vois mal ne serait-ce qu'exposer par exemple mes enfants mon futur mari ou quoi que ce soit et du coup je me dis mais même à 40 ans et on est un peu dépassé par tout ça quoi. On devient des boomers. Non mais après non mais pour le coup Je vois pas de quoi tu parles. ça dépend tu vois mais moi personnellement je me verrais pas à 40 ans être encore là. Non, moi enfin voilà, à titre perso, non, ça me gêne Je voulais pas te vexer, je voulais pas te... Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que moi dans mon domaine la facilité ce serait d'exposer mon fils et mon mari mais voilà non. c'est ça du coup toi comment parce que en vrai toi aussi du coup tu es sur les réseaux sociaux même si tu animes aujourd'hui on a inversé les rôles. On inverse les rôles. Toi du coup comment tu as fait du coup pour que les réseaux sociaux ce soit toujours quelque chose qui ait une grande place dans ton quotidien aujourd'hui? Alors, moi, j'ai changé d'activité entre-temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis aussi coach en développement personnel, donc je parle de mon activité. Et aujourd'hui, la confiance en soi est vraiment au top de... Bravo. Voilà. Et comme vous, les filles, moi, je porte un combat. Donc, du coup, j'ai toujours de quoi alimenter dessus. C'est vrai que je ne compte pas principalement sur les marques avec lesquelles je collabore, parce que comme vous dites, moi, aujourd'hui, j'ai un fils de 20 ans à nourrir, j'ai un foyer à faire tourner, donc j'ai pas envie de vivre avec ce stress de me dire tous les mois combien je vais toucher. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi monté mon activité à côté. Et tu fais super jeune en tout cas. Oh, c'est gentil. Ouais, c'est fou. Oui, mon fils a 20 ans. Ouais, tu fais très très gentil. Jeune. Merci. Vous avez d'autres questions? Non? Vous êtes sûr? Pas d'autres questions sur le milieu de l'influence? Dis-moi. Ah. Comment j'ai su gérer le bad buzz? En fait, je... Sans quoi? Surmonter. Surmonter? En fait, je suis partie voir mes parents à ce moment-là et je leur ai expliqué, mais au début, j'avais un peu honte. Parce que du coup, pour eux, le milieu de l'influence, c'est encore pas la vraie vie. C'était pas un vrai métier. Genre, la première fois que j'ai dit à mon papa, j'ai fait 10 000 vues, il fait ouais, moi j'en fais plusieurs millions tous les jours. D'accord. Ok, pardon. Et du coup, oui, je suis partie les voir et tout. Ils m'ont dit, Lou, oublie pas que dès qu'il y aura un prochain drama, ce sera plus toi le cœur du sujet. Et en fait, c'est juste pour alimenter les gens qui s'ennuient chez eux. Et ces gens-là, tu les croises dans la rue, ils n'oseront jamais rien te dire en face, tu vois. Enfin, en tout cas, 99,9% du temps. Et les gens oublient super vite. Dès qu'il y a quelque chose de plus intéressant, tout de suite, ils oublient et ça passe à une autre histoire. Et puis, c'est comme ça. Et je vous le dis, le monde de l'influence, c'est un monde de requins, quoi. Et donc, si je peux vous donner des conseils, même par rapport au travail, du coup, il faut vraiment être dans une société quand vous bosserez. Enfin, il y en a peut-être certains d'entre vous qui bossent déjà, je sais pas, mais il faut vraiment être dans une société où tu te sens bien avec tes collègues parce que sinon, ça ne durera qu'un temps et les résultats, ils seront vraiment moins bons. Pareil, nous, si on veut... par exemple, j'ai été dans une agence d'influence qui, au final... donc, pas ma première était géniale, ma première agence d'influence. Ma deuxième, je suis allée avec quelqu'un qui s'y connaissait pas en réseaux sociaux, qui avait juste monté une marque de vêtements. Donc, rien, j'ai pas trop compris pourquoi. Et en fait, au final, il a monté une agence d'influence. Je suis allée dedans et en fait, c'était horrible parce que je bossais avec des gens...
qui se critiquaient, tout le monde se critiquait toute la journée et en fait c'est pas un milieu dans lequel tu peux évoluer et à la fin carrément on a tous porté plainte contre le mec, donc dites-vous. Faut vraiment faire attention des collègues avec qui vous bossez et bien savoir s'entourer, quoi. Avant de terminer, les filles, on est sur un salon d'orientation, donc c'est important de rappeler et d'agir dès que possible. Quels sont les derniers conseils que vous pourriez donner à tous ces jeunes qui nous entourent ? En cas de harcèlement, tu veux dire? En cas de harcèlement ou dans leur parcours, leur cursus, dans leur recherche. Bah, déjà, je trouve que la communication, se renseigner, s'informer, c'est juste hyper important. Vraiment la communication, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose et de faire ce qu'on aime peut-être. Mais évidemment, Voilà, bien c'est-à-dire réfléchir. que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on est malheureux, on rentre chez soi le soir, on est aigri. Et non, il faut faire ce qu'on aime. Et c'est pas une honte de retourner à l'école alors qu'on a arrêté. C'est pas une honte de prendre une année pour se poser et se dire qu'est-ce que je vais faire. Parce que ça arrive. Moi, personnellement, j'ai fait une année de première L et au final, c'était une catastrophe. Donc, ils m'ont réorientée. Donc, ouais, c'est pas une honte de faire des erreurs, mais juste, faut se renseigner, s'informer et voilà. Super. D'autres questions avant de clôturer? Non? Bon, en tout cas, merci à toutes les deux d'avoir Merci. été avec nous. Merci. Je voulais juste vous dire qu'en face, j'ai vraiment 2 jeunes femmes incroyables. Je n'ai pas la fille d'eux en face de moi. J'ai vraiment une jeune femme accomplie. Et vous avez toutes les deux des très, très beaux messages à passer d'ordre et d'utilité. Donc, merci pour ce que vous faites. Continuez et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci.